Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et puis, bah, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette émission, un petit peu spéciale, sur le podcast de la bourse puisque j'ai le plaisir et le privilège de d'exceptionnellement, voilà, remplacer Stino, cette semaine pour vous faire, voilà, pour vous faire une petite vidéo. Bon, c'est l'alternative qu'on a trouvée, pour, plutôt que vous n'en ayez pas. Sachant que lui n'était, voilà, pas disponible exceptionnellement cette semaine. Très, très rapidement pour me présenter, donc voilà, je m'appelle Xavier Gasser. Ça fait plus de 8 ans, quelque chose comme ça, que je suis sur les marchés financiers. Parce que j'ai, ouais, 7-8 ans, j'ai passé mes premiers ordres, commencé à boursicoter en c'était 2018-2019, quelque chose comme ça. Donc ça fait, ouais, un moment que je suis présent sur les marchés, et puis, voilà, ça fait quelques années qu'on se connaît avec Tino et bah, plus de 3 ans qu'on collabore ensemble, qu'on travaille ensemble, dans le cadre des programmes d'accompagnement MTT. Parce que, bah, voilà, j'ai le plaisir depuis, on est quoi? On est en mars, donc ça fait, ouais, mars, ça fait exactement 3 ans, le plaisir d'être membre de l'équipe d'experts, d'experts, pardon, sur les programmes d'accompagnement MTT. Voilà, c'est plus de 3 ans qu'on collabore avec, qu'on se connaît, qu'on collabore avec Tino, avec Mika, peut-être et d'autres que vous connaissez peut-être aussi qui sont déjà apparus sur cette chaîne. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent aussi déjà, parce que, bah, j'ai été très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur X fut un temps. Encore aujourd'hui, mais un petit peu moins, et j'ai aussi fait beaucoup de vidéos, après le covid c'est un petit peu comme ça que je me suis fait, entre guillemets, «fait plus ou moins connaître», enfin même qu'on s'est connus avec Tino. Donc beaucoup de vidéos, toutes les semaines, pareil, une petite émission hebdomadaire où on analysait un petit peu les marchés, les actions, et je donnais un peu mon avis, je faisais un petit peu des plans. Je proposais, voilà, des plans de trading, des plans d'investissement. Donc ça, j'ai, voilà, pendant 2-3 ans, entre 2021 et 2023, quelque chose comme ça. Hem voilà, et puis j'ai, qu'est-ce que je voulais dire? Le privilège, la chance aujourd'hui de, ouais, de pouvoir vivre un petit peu pouvoir vivre de ma passion, pour les marchés financiers, pour la finance, l'économie de manière générale. Alors évidemment pas du trading pur et dur, mais voilà, je suis indépendant. Ça fait donc 3 ans qu'on collabore avec Tino, qu'on travaille ensemble, et puis j'ai aussi pas mal de je travaille pour pas mal je travaille avec pas mal d'autres entreprises à droite, à gauche, qui font, que ça va de la recherche en économie, indépendante, actualité financière, analyse de marché et conseil en investissement. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Et là, bah, l'objet de cette vidéo, c'est, déjà, on s'est dit que c'était une bonne idée, avec Tino, voilà, que pour que vous puissiez voir aussi, ça vous laisse un petit aperçu supplémentaire de ce qu'on est amené à faire sur MTT. Parce que voilà, il y a plusieurs experts, donc peut-être pour vous une autre manière de voir un petit peu les choses, de voir les marchés. C'est un peu ça, nous, notre grande force chez MTT, c'est vu qu'on est, voilà, on a plus de 250 membres, et on est plusieurs, quasiment une dizaine, peut-être même plus maintenant, d'experts sur voilà, une multitude de sujets. Et donc en fait, ça fait que chaque membre arrive des fois un peu, enfin, arrive à trouver, chaussure à son pied, parce que, bah, il y a une multitude plusieurs façons de voir les choses, d'interpréter les marchés, et voilà, de les trader et d'essayer d'en profiter. Donc je vais essayer voilà, je vais vous proposer aujourd'hui quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, sans non plus divaguer trop, hein. C'est vrai que quand on investit sur les marchés financiers, enfin Tino et moi, on a une approche, qui est assez similaire, hein. Donc si on essaie de trier souvent on essaie quand même de trier un minimum les dossiers au niveau, fondamentaux, et puis après d'un peu d'optimiser les entrées en position, et les achats, bah, grâce à l'analyse technique. Et exactement pareil pour les ventes, en fait, quand prendre des bénéfices, quel TP viser, et cetera. Donc voilà, et en fait l'idée, bah, là, c'est de vous proposer un peu, mes convictions PEA pour 2026. Donc je vais vous parler d'une vingtaine de valeurs, avec à chaque fois, rapidement, vous dire pourquoi, quelle est la thèse d'investissement dessus. Moi, je vais être totalement transparent, je vais vous dire à chaque fois les titres, il y a une grosse partie des titres sur lesquels je suis déjà actuellement positionné, depuis parfois longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi, comment, et un petit peu comment je vois les choses, qu'est-ce que c'est la thèse d'investissement.
et aussi, bah, pourquoi pas vous donner des points d'entrée. Donc il y a un petit peu voilà, il y a un petit peu de tout, mais surtout bon, bah, pour moi, c'est les 2 secteurs qui sont déjà un peu sur le devant de la scène depuis pas mal de temps maintenant et je pense, probablement de plus en plus, enfin, je pense pas que ça va s'arrêter demain, quoi. Donc à savoir, bon, là, la défense et l'énergie, hein, c'est un peu, bon, des thèmes d'actualité avec, donc très porteurs avec, bah, tout ce qui se passe dans le monde, le contexte, géopolitique, le pétrole qui explose et cetera, avec la guerre en Iran. Et puis un petit peu de voilà, des petits 2-3 petits titres peut-être un petit peu plus spéculatifs où je m'adresserai peut-être pas à tout le monde, mais je l'expliquerai ah pardon, je l'expliquerai à chaque fois. Et puis des titres aussi un petit peu plus, moi des belles, ce qu'on appelle des belles valeurs, bon père de famille. Voilà des sociétés en fait qu'on a envie de, où au final la thèse d'investissement, c'est des sociétés qui ont un moat, donc un avantage concurrentiel, important, qui ont pour certaines un monopole ou un quasi-monopole, sur des secteurs porteurs et où en fait, bah, la thèse d'investissement, c'est juste de se dire, bah, c'est des sociétés qui, si elles ne continuent pas de délivrer ou de performer, à l'avenir, c'est bon, soit c'est très peu probable, voilà, qu'elles se fassent rattraper ou autre, qu'elles se fassent disrupter, on va dire, soit c'est qu'il y a un vrai problème, voilà, sociétal. Je sais pas si demain Total fait faillite, j'en sais rien, je pense que nous en tant que simples citoyens, ça fera très longtemps qu'on aura eu d'autres problèmes bien plus importants que Total qui fait faillite. Donc voilà, en fait, des sociétés qu'on a envie de surveiller d'encore plus près quand, les marchés sont comme ça, c'est-à-dire que ça tangue un peu. C'est dans ces périodes-là, hein, les périodes un petit peu, voilà, depuis la guerre en Iran, on a quand même le CAC 40 qui a perdu une dizaine de pourcents, les indices américains qui flanchent encore un peu ce soir, on doit aussi être à -7, -8%. Beaucoup d'incertitudes, le pétrole qui grimpe en flèche, donc ça, bon, voilà, ça crée beaucoup d'incertitudes sur les marchés parce que, ben, pétrole cher, dans un premier temps, ça profite à l'industrie pétrolière, aux sociétés voilà, voilà, qui profitent de la hausse des prix des hydrocarbures. D'autres sociétés un peu alternatives, ce qu'on appelle souvent les parapétrolières, il y en aura aussi nous deux. Donc ça dans un premier temps, bah, des titres qui sont un peu, valeurs refuge en ce moment, donc on va voir, bah, mon mais bah, ma thèse d'investissement dessus. Et puis le problème, c'est que, ben, un pétrole cher, si ça reste comme ça peut relancer l'inflation, changer un petit peu les plans des banques centrales, les politiques monétaires et cetera. Et puis à terme, ça crée aussi toujours un risque de récession, ce qui est toujours, bah, très problématique pour les marchés et là, c'est souvent des gros, c'est là qu'on voit, c'est là qu'on a souvent, bah, des grosses baisses et ça peut durer assez longtemps. Donc bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est ce que c'est les incertitudes qui apparaissent à cause du contexte géopolitique et économique et c'est des comment dire? C'est des hypothèses qu'il faut quand même avoir en tête et bah, qui sont déjà voilà, qui sont jouées par les opérateurs de marché, et qui sont déjà un petit peu dans la tête des investisseurs. Mais il faut voir le verre à moitié plein et il faut aussi se dire que historiquement, c'est dans ce genre de période qu'on a les meilleures opportunités qui se créent sur les marchés. Ce dont moi je suis en train de ce que je pense actuellement et d'où, pas mal de titres, que je vais vous proposer pour certains je trouve qui ont été, sévèrement sanctionnés, qui sont, sur ou à proximité de belles zones d'achat qui moi m'intéressent. Soit j'en ai déjà, soit je veux renforcer, soit je veux acheter et donc tout ça, c'est des titres je pense qui après, en restant optimiste, si tout rentre entre guillemets «dans l'ordre», des titres qui auront des belles perspectives de rebond et qui arriveront, quoi qu'il en soit, par rapport à leur taille, par rapport à leur secteur d'activité, par rapport à leur avantage concurrentiel, à se relancer, à repartir de l'avant, à accélérer de nouveau en bourse et à finir par repartir et faire de nouveau plus haut. Donc voilà un petit peu pour cette longue introduction, mais c'est bien de cadrer les choses et d'expliquer quand même concrètement ce qu'on va voir, dans la vidéo. Hem, voilà et après on a aussi, juste pour terminer là-dessus, c'est vrai que peut-être les graphiques peuvent vous apparaître un petit peu, bah, différents de ce que Tino présente d'habitude. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser beaucoup moi les indicateurs que je regarde, donc j'ai pas de problème à expliquer un petit peu ma méthode et nommer les indicateurs que j'utilise, hein. Donc c'est très simple. Après, c'est avec l'expérience, on a testé plein de trucs. Aujourd'hui, c'est ce que je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux et je suis très performant comme ça et j'en suis très content. Donc les volumes de transactions, très, très importants pour détecter un petit peu, création de mouvements, qu'est-ce qui se passe? Ça donne souvent un bon aperçu de l'état psychologique un peu des investisseurs et du marché à l'instant T sur un titre. Moi, j'utilise la moyenne mobile 200 périodes.
donc mon setup, c'est le même pour toutes les unités de temps, hein. La moyenne mobile de 100 périodes, je sais pas si Satino l'utilise, je sais qu'il utilise beaucoup la M10 et après, bah, moi j'utilise pas la M10 mais j'utilise la M7 et la M20 donc c'est un peu, dans l'idée, c'est un peu, bon ça se ressemble un petit peu mais on va dire que les signaux sont pas forcément toujours les mêmes. Voilà, moi c'est un setup que je préfère. Je sais que chacun a un petit peu son truc, mais je vais pas vous embrouiller l'esprit avec ça, vous verrez pardon, ça va être quand même relativement simple. Parce que sinon il faudrait vraiment des heures pour parler exactement de ce que je fais, quoi, quand, comment et pourquoi. Hem, Par rapport à ces indicateurs techniques. Après un dernier que moi j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup depuis mes tout débuts, les bandes de Bollinger. Je trouve que c'est un indicateur très, très pertinent. En fait, c'est un indicateur de volatilité. Je vais pas vraiment rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que c'est un indicateur qui va, en fonction du setup et du coup, bon, ça se complète avec le les autres indicateurs, les moyennes mobiles et cetera. Mais, c'est un indicateur qui va vous permettre, dans certaines conditions, de détecter avec plus ou moins de fiabilité la création et d'un fort mouvement dans un sens ou dans l'autre ou dans ouais, c'est ça la création, ouais, c'est ça comme ça que je vais le qualifier. La création, la mise en route en fait le début, le déclenchement d'un mouvement haussier ou baissier important, sur un laps de temps assez, on va dire le plus court possible. L'intérêt du coup, c'est d'être exposé sur le marché, c'est qu'on a c'est de l'intérêt c'est ouais, c'est ça, c'est de pouvoir, faire la meilleure performance possible sur un minimum de temps et je trouve que, d'exposition sur les marchés et je trouve que c'est un indicateur qui est très pertinent. Très très rapidement juste pour expliquer plus concrètement ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous prenez une action qui double, sur un an. Bon, c'est jamais parfait, hein, je il doit forcément y avoir un exemple qui existe quelque part, mais vous avez jamais allé avo vous avez pardon, jamais allé avoir une action qui va doubler, de manière linéaire, qui va grimper tous les jours, je sais pas moi, de 0,5 et qui va doubler sur l'année. Ça va plus être, je sais pas, une fois elle va faire plus 20 en 3 semaines, après elle va faire 10, elle va stagner pendant 3 mois, un jour elle va repartir, elle va prendre 30-40, elle va reperdre 30, elle va stagner, elle va repartir et en fait l'idée c'est plutôt voilà, c'est un indicateur qui va vous aider à, je trouve à ne pas, ouais voilà, à optimiser votre exposition sur les marchés par rapport au rendement que vous pouvez espérer sur le temps. Voilà pour expliquer, de manière, je pense, assez simple, ce que je veux dire. Donc ça va vraiment vous aider à détecter les mouvements baissiers ou haussiers dans un sens ou dans l'autre. Si j'ai un bon exemple là dans la liste, j'ai pas regardé concrètement, mais je vous montrerai, je vous en parlerai. Donc, allez, on attaque. Je vais essayer de faire, allez, 2-3 minutes maximum par titre pour pas que ce soit une vidéo non plus trop longue. Donc, Technip Energies, je pense que vous êtes nombreux à la connaître. C'est quand même un gros titre en France, une belle société. Donc, spécialisée dans tout ce qui est construction d'infrastructures énergétiques. Notamment, beaucoup, exposés sur le secteur du gaz naturel et du GNL, donc du gaz naturel liquéfié. C'est par exemple eux, à savoir, hein, qui ont été, ces dernières années très présents au Qatar, pour développer les infrastructures, les nouveaux champs gaziers, au Qatar. Alors l'intérêt de ce titre, c'est que c'est plus un titre, moi je pense qui va être, intéressant pour jouer l'après-guerre, parce que bon, bah, voilà, sur place au Moyen-Orient, il y a quand même pas mal d'infrastructures énergétiques qui ont été touchées, notamment au Qatar, hein. Le Qatar a annoncé, donc c'est un des plus principaux exportateurs de gaz naturel, liquéfié, donc de GNL au monde et ils ont annoncé que à cause des dégâts, bah, ils ont dû, donc de missiles et cetera, iraniens, ils ont dû stopper, environ 17 de leur production de gaz naturel liquéfié. Donc bon, évidemment, c'est assez problématique, pour le marché de l'énergie à moyen long terme, hein, parce que c'est, comment dire? C'est une production qu'on va pas pouvoir, c'est des quantités perdues qu'on va pas pouvoir remettre sur le marché de l'énergie comme ça du jour au lendemain. Parce que c'est des infrastructures qui prennent, donc là les coûts sont estimés à potentiellement plusieurs milliards de dollars et ça pourrait prendre entre 3 et 5 ans à être réparé. Donc là, c'est évident que Technip Energies aura un rôle à jouer, là-dedans, hein. Ils sont très présents au Qatar, c'est un de leurs plus gros clients. C'est une magnifique société, c'est pas très cher, enfin c'est pas très cher. Niveau valorisation, voilà, on est sur un titre qui avait bien grimpé ces 2 dernières années, qui depuis les plus récents a subi voilà 25 de correction, donc assez classique, rien d'alarmant. Il y a pas une mauvaise nouvelle, hein, c'est juste bon des fois il faut des phases comme ça baissières pour digérer les hausses. Qui avait entamé, on le voit, une phase de construction et qui là avait publié d'excellents résultats, était remonté, avait repris là sur les plus bas, avait repris, quasiment 20 et bam là, début de la guerre en Iran.
Donc elle a fait partie des sociétés qui ont été très, très vendues dans un premier temps parce que le marché s'est dit: «Ah ouais, mais ils sont très exposés là-bas, c'est bizarre» et puis dans un second temps, on voit que ça se réveille un peu parce que, bah, je pense que le marché commence à se rendre compte qu'en fait, au final, mine de rien pour eux, c'est tout bon pour le business, hein, parce que, bah, ça va faire, grossir le carnet de commandes, il va y avoir de la visibilité, il faudra reconstruire les infrastructures et cetera. Et en plus, c'est un titre qui offrait déjà, une grosse visibilité aux investisseurs. Il y a plus de 2 ans plus de 2 ans d'activité déjà dans le carnet de commandes là au rythme actuel. C'est une société qui a une grosse, ils ont une trésorerie nette, ce qui représente quasiment, 40 40-50 de la valorisation boursière. Donc voilà, bonne visibilité. Hem une société d'avenir, hein, avec, toutes les dans le contexte qu'on connaît, électrification de la société, moins en moins de charbon, moins en moins de pétrole. Pour l'instant, on compense par du gaz, par du GNL et cetera. Eux, ils font aussi de l'installation des infrastructures, photovoltaïques et dédiées à l'énergie renouvelable. Enfin bref, voilà, c'est un groupe qui est très, comment je puis dire? Très, qui touche un petit peu à tout, qui a plusieurs branches, donc ils mettent un peu des pions partout. Et je pense que c'est vraiment un titre, moi je suis convaincu que c'est un titre qui va tirer son épingle du jeu sur le reste de l'année 2026. On voit que c'était déjà le cas, là, juste avant la guerre en Iran. Voilà. Et s'il fallait donner un plan, bah, vous voyez, hein, moi sur mon graphique, j'avais une alerte sur 30,60 €. Malheureusement, le titre est allé, s'est arrêté à quelques centimes de mon alerte pour que je puisse prendre des titres. Donc je suis pas in sur Technip Energies. Je j'attends 2 choses, soit un retour effectivement sur cette zone 30, on va dire entre 30 et 31 €, soit sur Signal en cas de cassure, on va dire de la zone 37,50-38 € pour viser les plus hauts récents et après essayer de se laisser porter le plus haut possible, sur le titre. Ensuite, Total Energy. Alors Total Energy, alors évidemment, vous allez me dire: «Ah tiens, c'est facile d'en parler, le titre vient de prendre 50 en ligne droite». Pourquoi je veux vous en parler? Un, parce que je pense, ça peut être assez contrariant, mais je pense qu'il y a encore du potentiel à moyen long terme. Même en cas de fin de si demain le fin de la guerre en Iran, je pense que le titre ira plus haut en 2026. Et d'un autre côté, bah, moi, c'est un titre sur lequel j'ai une grosse position depuis fin d'année dernière. J'ai un petit peu allégé là récemment, fin de semaine dernière après la bougie de jeudi, vendredi là, j'ai un petit peu allégé. Bah, mine de rien maintenant le titre est déjà revenu sur les plus hauts donc tant pis, mais des fois il faut savoir se payer. Et en fait c'est un titre où moi j'en avais beaucoup parlé, aux membres MTT. C'est un titre, voilà, je sais qu'il y a pas beaucoup de monde qui était rentré. On était rentré sur la donc je l'avais suivi pendant plusieurs semaines et on était rentré là sur la cassure des 52-50. En fait, on était en train de casser une résistance oblique baissière et une résistance horizontale. Enfin voilà, je trouve il y avait une configuration technique intéressante et puis depuis le titre n'a pas arrêté de grimper, bon bien aidé par l'actualité. Et aussi ce que je voulais dire, c'est un peu le cas aussi de pas mal de sociétés que je vais vous présenter. Total, c'est le bon exemple. C'est que des fois, c'est aussi très simple. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça sur les titres un petit peu bon père de famille qui globalement déçoivent jamais et où il y a quasiment jamais de mauvais moments pour les acheter. C'est si vous vous mettez en mensuel. Moi, une thèse que j'ai beaucoup défendue, c'est que je disais, donc fin d'année dernière, on est en septembre, septembre-octobre, donc avant que le titre reprenne un petit peu des couleurs. Voilà, je disais, bah, Total Energy, purée, ça fait 1 an et demi qu'elle fait rien, qu'elle sous-performe les marchés depuis ses derniers plus hauts historiques. Là où le CAC 40 était pas mal, était bien orienté, enfin voilà, elle sous-performait vraiment le reste des marchés. Et moi, je disais, bah, historiquement, si on regarde, vous prenez Total Energy, hein, l'évolution sur, là, on est quoi? On est en 1990, on doit être au tout début de la cotation du titre. Bah, hors crise, c'est jamais arrivé quoi, un tel mouvement. On a eu évidemment le Covid, le titre a perdu énormément, on a eu 2008, on a eu le crack des années 2000, mais globalement, ben, voilà, moi je me disais tout simplement, bah, en fait c'est bizarre, voilà, Total Energy, bon, moins 25 sur 1 an et demi, il y a pas de crise particulière, le titre est bien géré, très bénéficiaire, la visibilité sur les activités, bon le pétrole était peut-être pas, ultra, ultra cher. Voilà, le titre se payait, il y a eu pas mal de catalyseurs intéressants, hein, Pouyanné qui allait coter le titre, donc le PDG du groupe qui a dit: «Bon, bah, moi j'en ai marre d'avoir une valorisation à la cave en Europe parce que, bah, les investisseurs, les fonds, veulent pas acheter mes actions parce que tous les critères ESG à la con qu'on a un peu en Europe. Donc il a dit quoi? Il a dit: «Bon, bah, allez, je vais foutre une cotation, aussi aux États-Unis parce que
comment dire? Pour adresser plus d'investisseurs américains qui représentent une part du groupe, dans l'actionnariat, de plus en plus importante. Et puis au final, on voit que tous ces éléments mis bout à bout, bon, ils ont un peu porté leurs fruits. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on ramasse les fruits. Et en fait, bah, l'idée, moi la thèse, c'est de dire quoi? C'est dire évidemment, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il y a mieux à faire actuellement que d'acheter du Total sur ces prix-là, même si je pense que Total a le potentiel pour aller, bien plus haut, cette année. Moi je veux dire, je serais pas choqué qu'elle arrive à aller à 90 là au cours des prochaines semaines, prochains mois, peut-être même plus. Même après 50 de hausse. Pourquoi? Parce que le marché de l'énergie a été complètement déréglé. Dans un premier temps, Total, on a vu, hein, il y a eu c'est l'explosion, juste au tout début de la guerre, et très rapidement les investisseurs ont un peu déchanté, le titre a perdu une dizaine de pourcents. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, le marché s'est dit: «Tin, Total, c'est bizarre, c'est la super major qui est le plus exposée au Moyen-Orient. C'est bizarre un peu ce qui se passe». Donc 25 de la production de Total, hein, c'est le Moyen-Orient en gros. Et après, bah, Total a vite rassuré en disant que pour l'instant, ils avaient dû couper que l'équivalent de 15 de leur production, et que les prix du baril compensaient la hausse des cours du baril compensait largement la perte de production. Donc en fait, je pense que tant qu'on est pour moi, tant que le baril même si maintenant demain on a, je sais pas, on a une trêve, on a un accord, on a un cessez-le-feu, on a, je sais pas, l'Iran et les États-Unis qui se mettent d'accord, je pense qu'on peut avoir Total qui va perdre 10-15. Ça, c'est possible. Mais dans ce cas-là, je pense que ce sera une opportunité. Parce que croyez-moi, le pétrole, il va pas, donc sauf événement là, macroéconomique, je sais pas, si demain personne la voit venir et on a une grosse récession, bon, moi j'y crois pas. Mais disons qu'on a le pétrole qui reste là, qui doit coter aux alentours des 105 dollars le baril. Il cotait 60-65 avant le début de la guerre. Même si on a le baril qui revient, on va dire, ça se calme, allez, on essaie de relancer un petit peu les trucs, le commerce, etc. On réouvre le détroit d'Ormuz, mais le baril, il va pas retourner du jour au lendemain à 65-70. Là, il y a plein d'infrastructures qui ont été touchées, je veux dire, tout le marché est dérégulé. Le pétrole va rester cher, c'est évident, peut-être pas 105 dollars, mais en tout cas, moi je pense en cas de trêve, ça me paraît, voilà, demain il n'y a plus la guerre, je veux dire, je pense on est bon pour avoir un pétrole entre 80 et 90 dollars assez durable. Après, on peut avoir, voilà, peut-être certains pays qui vont augmenter leur production, l'OPEP, nanana, nanana. Mais même, je suis même pas sûr parce que tous ces pays-là du Golfe, ils vont avoir besoin d'un pétrole cher pour relancer, bah, pour payer les dégâts, pour relancer leurs économies, et cetera. Donc je pense qu'on est vraiment parti sur un gros cycle sur Total. Je pense que c'est pas le bon moment pour payer. Par contre, si vous avez le titre qui, pour X ou Y raison, qui revient là une fois déjà, bon, la première zone ce serait 73, donc -7, -8% sur les cours actuels. Je pense que ce serait déjà un bon support. Moi je renforcerais personnellement ma position, en tout cas là, en l'état actuel des choses. Et si le titre revenait, derrière le second support que je surveille, ce serait un retour sur la zone des 66-67. Donc voilà les 2 zones que vous pouvez vous mettre chez vous. Si vous n'avez pas de Total et que, bah, vous voulez, un bon point pour potentiellement passer à l'achat, ou que vous en avez et que vous souhaitez renforcer, je pense que ouais, moi c'est que ça reste une de mes grosses convictions, 2026. Je pense que Total ira bien plus haut cette année. Voilà, et puis après, indépendamment du fait que ça reste aussi une excellente valeur de rendement, et en fait, c'est des actions, quand vous les avez en portefeuille, au final, vous avez presque envie, que vous avez un bon prix de revient, vous avez presque envie de les garder toute votre vie, quoi. C'est des actions que vous avez jamais envie de vendre. Bon là, le contexte est particulier, c'est sûr que si le titre prend 50 en ligne droite, moi c'est pour ça que j'ai allégé, quoi. C'est un moment, faut quand même accepter un petit peu de se payer, mais bon. Voilà un petit peu pour Total Energy, donc j'ai pris un peu plus de temps sur le titre, mais c'est l'un des titres sur lesquels il y a le plus à dire, et c'est le plus complexe quand même de sentir le move. Donc voilà, moi je suis bien content parce qu'on était, voilà, on avait, entre guillemets, on a anticipé on avait su rentrer au bon moment et tenir la position assez longtemps pour être récompensé aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup de membres BAMTT qui ont du Total en portefeuille. Bon, moi, après, c'est un titre très populaire, hein, donc j'imagine que vous êtes nombreux aussi à être positionnés sur la valeur. Ensuite, ça, je pense que vous connaissez aussi. Vallourec, donc là on est aussi toujours sur la thématique énergie. Donc Vallourec c'est quoi? C'est, eux ce qu'ils font, la thèse sur Vallourec c'est que, c'est une société qui est, leader mondiaux sur tout ce qui est, fourniture de tubes, en fait, des tubes spécifiques, bien particuliers pour justement l'industrie pétrolière, tout ce qui va être, construction de puits, mise en service ouais, de nouveaux puits. Et en fait, je pense, c'est ce que le marché a l'air d'être en train de se dire. Moi, j'étais assez surpris que le titre, bah, que le titre ne je trouvais la performance du titre assez,
je m'attendais à mieux quoi depuis le début de la guerre en Iran. Donc l'intérêt du coup de Valourec, c'est de dire quoi? C'est de dire en fait, bon, pétrole cher égale pour les producteurs, égale peut-être de nouveaux sites, de nouveaux champs à remettre en service qui étaient arrêtés ou autres, parce que, bah, ils redeviennent rentables. Ça fait que, peut-être qu'on a certaines majors qui vont reprendre l'exploration, sur des sites qui jusqu'à présent n'étaient pas rentables, mais qui peuvent l'être avec un pé parce qu'elles vont se dire: «Bah, le pétrole va rester cher, un moment». Donc voilà, si vous avez un pétrole à 60 sur 5 ans et un pétrole à 80 sur 5 ans, c'est pas pareil. Et moi, ce qui me plaît sur Vallourec, donc, c'est que c'est une société qui a, à l'époque, qui avait failli faire faillite, qui a réussi à complètement se restructurer, se désendetter. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu une machine à cash. C'est rentable, il y a des free cash flow, il y a de la trésorerie, il y a à l'époque, il y a ArcelorMittal qui est monté au capital, etc. après la restructuration. Moi personnellement, ça fait très longtemps que j'en ai en portefeuille. Depuis, voilà, j'avais noté mon prix d'achat, je pense que 13 euros, c'était en 2000, ouais, 2024 par ici, j'avais dû acheter, ou peut-être même avant. Euh, la thèse, c'est que, bah, je vois le titre aller bien plus haut. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, le carnet de commandes risque de se remplir au cours des prochains trimestres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des cycles qui sont longs. Donc quand ça commence, derrière, ça dure pas 6 mois, quoi. Donc c'est un peu la thèse aussi. Alors évidemment ça monte pas, perpétuellement en ligne droite, hein, ça reste la bourse. Mais voilà, c'est un titre où je pense qu'il pourrait y avoir un gros mouvement haussier qui se crée sur plusieurs trimestres, plusieurs années. Et donc là, en plus, on est positionné avec, le salon pas mal de mon MTT, j'avais proposé un trade un peu en mode swing, au-dessus à la cassure à l'époque des 18 € vers ici. Donc on est rentré à 18 €, là on gagne quasiment 20 sur le titre. On avait déjà allégé sur 20 €. Là, on a eu un breakout des 20,50 € et puis, bah, moi, c'est un titre que je vois bien aller, bah, dans un premier temps, à 22 € et après pourquoi pas, viser la zone des 24, c'était les plus, 24, voilà, j'avais mis un signal technique. Pourquoi je me mets en mensuel? Parce que 24, ça correspondait, ouais, je trouve que ça correspondait à une zone qui avait été bien testée ici en 2016 et pareil en 2018, les plus bas de 2018. Donc voilà pour, Valourec. Pareil, il y a un beau rendement, il y a un beau rendement au cours actuel. Je crois qu'on doit être aux alentours de 6-7 rendement sur dividende. Et puis c'est un titre voilà, en fait, le marché, voilà, le moindre reprise de la croissance, ça veut dire rentabilité max pour Valourec, et ça plaira aux investisseurs. Et je pense que le titre a beaucoup de potentiel par rapport au contexte géopolitique pour anticiper aussi l'après-guerre en Iran. Ensuite, celle-là, je vous la présente pas, c'est chez Environnement. Je sais que c'est un titre que je pense Tino je sais qu'il a beaucoup parlé des utilities, le secteur des utilities ces derniers temps. Donc les utilities, c'est quoi? En gros, c'est les services indispensables, hein, tout ce qui va être gestion de l'eau, traitement de l'eau, gestion des déchets, recyclage, etc. Pardon. Donc où souvent les clients, c'est beaucoup les collectivités locales, mais aussi des industriels. Hem Et en fait, bah, ce qui est bien, c'est que, bah, je trouve que c'est un secteur non seulement qui a tendance, bah, comme Tino, hein, vous l'a plusieurs fois expliqué, j'imagine, qui a tendance à bien surperformer les marchés, le CAC 40 ces derniers trimestres. Et je pense qu'il va être de plus en plus recherché. Alors en période d'incertitude, hein, c'est souvent un secteur qui est assez recherché parce que, bah, il y a de la visibilité, c'est résilient, voilà, c'est des services indispensables. Donc récession par récession, on peut pas s'en passer. Donc c'est des sociétés qui ont tendance à, mmh, à être des sociétés un peu, des titres un peu refuges, des valeurs qui résistent mieux comme ça en temps un peu de crise, quand on a la visibilité sur le reste qui n'est pas au rendez-vous. Moi, c'est un titre que j'aime beaucoup. Récemment, il y a eu des résultats un petit peu décevants, mais je pense que le marché a été un peu excessif dans la baisse. Le titre s'est bien repris, on voit qu'il a bien grimpé aussi depuis le début de la guerre en Iran, hein, donc c'est un titre qui est vraiment, qui surperforme les marchés à court terme. Et puis là, on est un peu dans un mouchoir de poche, on n'est pas loin d'avoir un vrai signal, je pense, moyen terme sur la valeur, là, en cas de cassure de la moyenne mobile 200 périodes et les plus hauts du 30 janvier, donc juste avant la publication des résultats. Et moi, l'objectif, ce serait déjà de venir chercher un premier objectif là, on a un gap entre 89 et 92 euros. Donc ça, ce sera un trade avec un potentiel de 8-13% de performance, à très court terme. Et après, l'idée, ce sera essayer comme tous les titres que je vous présente, hein, c'est vraiment l'idée, c'est pas vraiment, du trading très court terme, c'est plus, avoir des sociétés en portefeuille qui ont quand même de grandes chances de continuer de surperformer à l'avenir. Donc pas trop les vendre, essayer de se laisser porter par des mouvements, par des tendances haussières puissantes à assez moyen long terme. Donc c'est un peu ça l'idée.
Et après j'ai noté aussi une zone de support si le titre revenait sur la zone des 72 € là les plus hauts ici de décembre, une zone qui a été très travaillée en janvier, là les prix d'ouverture lors du gap baissier du 2 février. Donc une zone qui me paraîtrait aussi intéressante, si vous voulez vous mettre une alerte si jamais le titre revenait dessus. Donc voilà, là l'idée c'est pas juste de jouer des rebonds techniques, une fois que les marchés iront mieux, c'est de jouer le rebond technique et après de jouer une reprise, à plus moyen long terme avec des titres qui vont surperformer le reste des marchés par rapport à leur place sur leur secteur, et leurs fondamentaux et voilà le fait que ce soit des sociétés entre guillemets, vraiment incontournables ou presque. Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu plus spéculatif, Medincell, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Donc là, c'est bon, on est sur le secteur biotech. Moi, c'est un secteur que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup gagné, notamment ces derniers mois. C'est un secteur que je suis depuis très longtemps. Medincell, c'est peut-être ma valeur de cœur, hein. Faut jamais tomber, amoureux d'une société, mais c'est une société qu'à l'époque j'avais découvert, pendant le covid, que je tradais déjà pendant le covid et je pense que actuellement c'est une de mes plus gros signes en portefeuille, parce que bon, c'est un titre que j'ai acheté il y a longtemps, un petit peu renforcé, un petit peu allégé, mais où j'ai une vraie conviction pour l'avenir. Hem donc ça, bon, les fondamentaux, je vais pas, rentrer en détail dedans parce que c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas, voilà, on dit souvent le secteur des biotech c'est risqué, ce qui est vrai, c'est un secteur plus risqué que les autres, mais quand on avec un petit peu d'expérience, quand on voilà, je veux dire moi simplement moi un des critères de sélection quand vous voulez, déjà chercher des biotech qui peuvent être plus intéressantes que d'autres, c'est déjà de regarder un truc, vous prenez je sais pas la quarantaine de biotech qui cotent en France, vous regardez rien que celles qui ont des partenariats avec des big pharma pour, développer des traitements et cetera, ce qui assure souvent beaucoup plus de visibilité, de facilité pour se financer, enfin voilà qui déjà coupe une grosse partie du risque, que d'autres biotech ont, bah, déjà vous en gardez, il vous en reste déjà plus que 10. Medincell fait partie de ces sociétés-là. Il y a voilà, c'est une société qui aujourd'hui qui commence qui gagne en maturité, hein, qui a déjà un produit commercialisé, donc qui se vend, plutôt bien avec une big pharma américaine, qui a d'autres programmes de développement avec d'autres big pharma américaines et il y a un news flow intéressant sur les 6 prochains mois. Et en fait, moi, ma thèse, c'est un peu de dire, hein, donc pour être parfaitement honnête, moi, c'est un titre aujourd'hui, donc c'est une position assez grosse dans mon portefeuille, hein. C'est une exposition, que, globalement, bon, moi, voilà, j'ai des convictions, ça fait longtemps que je l'ai, j'ai un bon prix de revient. Donc des fois, on sort un petit peu de son cadre, mais c'est pas une exposition que j'aurais sur une société, que je connaîtrais moins bien. En fait, l'exposition aussi, elle est due, au fait qu'il y a une plus-value latente importante. Donc c'est un titre sur lequel j'ai un prix de revient aux alentours des 14 € aujourd'hui, où j'ai malheureusement rien vendu dans tout le mouvement, haussier ici, parce que, bah, moi je jouais l'après. Mais ce que je me disais enfin voilà, évidemment, quand on aime bien un titre, on le voit jamais trop baisser, donc jamais j'aurais imaginé que Medincell, au vu des fondamentaux, de ce qu'elle avait annoncé et cetera, serait capable depuis les plus récents de perdre 50, mais mine de rien, elle l'a fait. Et pourquoi je pense que c'est intéressant aujourd'hui de se pencher sur la valeur, même indépendamment du fait que ce soit une biotech, pour ceux qui sont un peu plus, analystes techniques, je trouve que c'est un bijou d'analyse technique parce que déjà, bon, si on se dit, voilà, le titre, il vient de retracer 50 de sa hausse récente en quelques mois et en plus, on retrace pas ces 50 n'importe où. Là, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. C'est que on revient déjà, les points les plus bas du mois, là, on les a fait sur les plus hauts du covid, donc une zone, moi, j'ai un seuil psychologique important pour le marché, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est regardé, c'est pas anodin. On fait un rebond, pour l'instant, vous voyez, on fait les points bas sur, la MM20 mensuelle. Moi, c'est une des moyennes mobs donc je vous expliquais la 7 et la 20, j'aime beaucoup regarder. On se rend compte que la dernière fois qu'on a touché la 20 en avril 2025, c'était pendant les plus bas du moment des tarifs. Et après, bah, derrière, le titre était, voilà, explosé sur, spéculation, donc bon, voilà, pour moi, un signal technique, un pattern technique, un backtest, voilà, hein. Bon, on n'a pas 500, ça s'est pas passé 500 fois, mais en tout cas la dernière fois, ça s'est passé comme ça, donc c'est quelque chose qui me renforce un petit peu dans ma conviction. Et surtout très récemment, le titre a quand même réussi, donc la société a quand même réussi à lever, quasiment 50 millions d'euros. Donc, fait une augmentation de capital à 20,35 € et en fait on est vraiment voilà, on a tergiversé très récemment sur les prix de cette augmentation de capital. Et du coup, bah, tous ces éléments mis bout à bout, donc c'est-à-dire qu'il y a du monde, des investisseurs institutionnels qui sont rentrés à ce prix-là, donc 20,35 €. Moi, je me dis que ça peut être un peu un prix plancher aussi pour les retail, pour nous, se dire: «Bon, bah, si le titre va sous 20,35 c'est une opportunité parce que, bah, il y a des investisseurs, beaucoup plus importants, que nous qui sont rentrés récemment sur le titre, qui font confiance au management et qui croient en l'avenir de la société». Donc tous ces éléments mis bout à bout,
Voilà, vaut mieux payer la société maintenant que sur les plus hauts, à 50 plus cher que les plus récents et je trouve, voilà, je trouve qu'on a une configuration, et comme dit, comme on a du news flow sur les 6 prochains mois, là, c'est pareil, le titre a bien pareil, on a fini dans le vert aujourd'hui, alors que dans des marchés bien rouges. Je trouve qu'elle se reprend bien là depuis cette bougie. Donc là, l'idée, hein, c'est que si on avait un titre qui revenait, je pense que moi, de toute façon, si le titre revient en gros entre 18 et 20 €, c'est vraiment une belle zone d'achat. Voilà, je pense que c'est, en tout cas, moi, je renforcerai. Là, j'ai pas, j'en ai parlé en plus sur le salon MTT. Je dis: «Tain, je pense que c'est une belle zone» et j'ai pas eu le temps. Tout de suite, le titre est remonté. Là, on a eu les annonces de Trump, donc j'ai pas eu le temps de me décider à renforcer encore un petit peu ma ligne parce que j'ai déjà une grosse exposition, comme je vous le disais. Mais c'est un titre, c'est une de mes grosses convictions, pour l'avenir. Voilà, je vais pas vous je vous incite à vous à aller essayer de regarder un petit peu ce que la société fait et cetera. Vous apprendrez beaucoup de choses et moi je trouve que c'est un domaine qui est passionnant, hein, les développements de molécules et cetera. Mais c'est voilà, c'est très très dangereux, il faut faire attention quand même, c'est un secteur qui est très particulier, pour ça que je vais pas non plus, m'étaler éternellement sur le sujet. Donc vous connaissez un petit peu ma thèse. Là, ce sera plus vraiment si le titre revenait, hein, sur cette zone-là. Après, si vous faites de l'analyse technique, vous pouvez toujours aussi surveiller d'éventuelles cassures par exemple là, pour moi, on aurait déjà aussi un signal si on repassait au-dessus, des 22,50 € et après on aurait évidemment un gros signal si on passait au-dessus des 29,50 €. Donc voilà un petit peu, pour Medincell. Ensuite, OHB. Alors OHB, là, on est sur une société allemande. Moi, c'est aussi une grosse conviction. C'est mon meilleur résultat, je crois, depuis le début de l'année. Sur de tout ce qui a été partagé en trade officiel sur le salon MTT. Pourquoi? Parce qu'on était rentré, bon là c'était quand même un petit peu un coup de bol, mais on était rentré aux alentours des 135 €. Moi j'avais pris une ligne assez importante à ce moment-là parce que j'aimais bien la configuration technique du titre et c'était vraiment plus pour, à la base c'était plus jouer un swing sur cette valeur, donc un trade sur quelques jours, quelques semaines. Et en fait au final, il y a eu des news, donc en fait, OHB, donc OHB c'est un fabricant de satellites allemand. Donc bon, moi j'aime bien le domaine spatial, je pense que c'est un domaine d'avenir, hein, tout ce qui est exploration spatiale et cetera. Et aussi, bah, c'est très lié de plus en plus au secteur de la défense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, pour vous la faire simple, hein, OHB qui s'est allié à Airbus et à Rheinmetall, donc des gros industriels quand même de la défense, surtout Rheinmetall, pour construire, une constellation de satellites allemands, de satellites pour l'armée allemande, donc un projet qui pourrait, coûter, plus de 10 milliards d'euros. Et donc, bah, forcément sur ces informations-là, bah, le titre s'est un petit peu emballé, hein, parce que très rapidement, on va dire de 140 en l'espace de 2 semaines, on est monté à 350, donc on a fait 150. Donc nous, on a pris pas mal de bénéfices avec le salon, hein. Aujourd'hui, il me reste encore un reliquat qui, avec la plus-value latente, fait une belle position quand même dans mon portefeuille. Et j'aime bien parce que, bah, je pense que c'est voilà, les contrats n'ont pas été encore officiellement signés, donc il y a voilà, il y a du news flow. On peut se dire: «Bon, bah, on ne sait pas exactement combien, va toucher, ou touchera OHB là-dessus», mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront une place centrale dans le projet. En tout cas au vu des informations qu'on a maintenant. On ne sait jamais, hein, peut-être que le projet se fera pas, mais ça reste quand même très probable. Hem Et j'aime bien la configuration technique du titre où, bah, là on est repassé, voilà, au-dessus des moyennes mobiles M7, M20 qui sont orientés à la hausse. Un titre qui hier a fait une bougie, bon aujourd'hui on perd, 7 ou 6 ou 7. Hier on en gagnait 10. On s'est juste arrêté sur une grosse zone de résistance là sous les 284 €. Donc je pense que si le titre arrivait à passer les 284 €, ce serait un gros signal pour revenir sur les plus hauts récents. Ou sinon, si on revenait dans un premier temps sur la zone des 240, puis dans un second temps la zone des 205-210 €. Voilà pour OHB. Hem, Ensuite, Électricité de Strasbourg. Ça, c'est aussi un titre, sur lequel je suis positionné depuis pas mal de temps. J'en ai beaucoup, beaucoup parlé au salon, aux membres du salon, plusieurs fois, c'est un titre qu'on suit depuis des mois et des mois en vidéo, mais j'ai jamais réussi à proposer un trade officiel qui prenne, quoi. Après certains, les membres font aussi des fois par eux-mêmes, hein. On peut pas avoir, nous en temps on peut je peux pas avoir les yeux tout le temps partout et proposer les choses en temps réel, hein. Des fois, bon voilà, ça fait que des fois on peut pas, des fois on propose l'idée, mais on la donne pas forcément toujours au bon moment, on dit pas: «Ouais, c'est exactement maintenant là qu'il faut», parfois on le fait, parfois on peut pas le faire, voilà, Électricité de Strasbourg en fait partie. Donc en fait, moi ce que j'aime bien avec Électricité de Strasbourg, c'est que c'est un titre, déjà, vous regardez la tendance.
Donc qu'est-ce qu'ils font, hein? C'est eux qui gèrent le réseau, une grosse partie du réseau, d'électricité strasbourgeois et dans le Bas-Rhin, voire peut-être même dans toute l'Alsace. C'est une filiale d'EDF. EDF a plus de 80% du capital, donc on peut aussi être là. Il y a aussi cet astrait un peu spéculatif où on peut se dire bah, EDF va être amené peut-être à terme à sortir complètement le titre de la cote. Donc ça, voilà, là je me suis mis en mensuel hein, pour que vous voyez la tendance, hein. C'est quand même rare d'avoir. C'est un peu ce que je vous disais, vous voyez, avec les bandes de Bollinger, c'est quand même un indicateur qui, là, on voit que ça fait, là, c'est quand ça part fort comme ça la hausse, avec la M7 et la M20 qui sont bien haussières, bah, ça fait un peu ping-pong entre la bande de Bollinger Sup, la même set, la bande de donc c'est un peu la complémentarité que je vous expliquais entre, tous les indicateurs techniques que j'évoquais et en fait, bah, là vous êtes, là en gros tant que vous cassez pas la M7, vous avez aucune raison de sortir au vu du mouvement. Et on fait un peu ce ping-pong dans un couloir qui est très haussier quoi donc, bah, tant que le couloir tient, tant que le range tient, on reste dedans et c'est un peu ça l'intérêt des bandes de Bollinger. Là vous avez un bon exemple. Donc ce que je veux dire avec Électricité de Strasbourg, voilà, donc c'est une société, je pense, c'est un secteur, bah, allez, on est sur infrastructure énergétique, donc on est presque un petit peu sur une utilities qui en même temps, on est aussi sur la production un peu d'électricité de plus en plus. Donc moi je pense que c'est des secteurs qui vont devenir de plus en plus stratégiques aux yeux des investisseurs par rapport à l'électrification de la société, les besoins en électricité, le développement de l'IA et cetera qui sont très, gourmands en électricité. Donc je pense en fait, du coup, la thèse, c'est de ce point de vue-là, c'est une valeur qui peut être amenée dans le temps, par rapport à son positionnement sur son secteur et par rapport au marché, aux investisseurs, comment ils voient le secteur à un moment M. Bah, c'est de dire que c'est une société qui va être dans le temps, qui va être amenée à se payer sur des ratios de valorisation de plus en plus importants par rapport à ses ratios de valorisation moyens sur les dernières années. Donc ça, premier truc. Et donc sans tenir compte aussi de la croissance et de la hausse, de la hausse des bénéfices, etc., hein, qui alimenteront, à mon sens, aussi la hausse du titre. Donc voilà, en plus, donc société, l'autre argument que moi j'aime bien, c'est que vous avez aussi William Higgins qui est le gérant, donc c'est un gérant français qui gère le fonds Indépendance Asset Management, donc qui est un fonds connu pour avoir quand même des performances assez éblouissante ces dernières années. C'est un peu notre William Higgins, c'est un peu notre Warren Buffett français, on va dire. C'est quelqu'un qui est très value, très, voilà, très patient, qui choisit ses dossiers avec conviction, etc. et qui a des très bons résultats historiquement. Et en fait, bah, c'est une société qui n'a pas arrêté de renforcer dans ce portefeuille en toute l'année 2025. Voilà, en sachant que donc c'est bon, c'est un titre qui va probablement garder. Il y a beaucoup d'analystes qui sont à l'achat encore sur le titre. Ça se paye pas très cher encore aujourd'hui les ratios de valorisation malgré la hausse récente. Donc pas un titre que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressant d'un point de vue technique. Là, ça latéralise ces dernières semaines et on aurait une belle zone d'achat en cas de retour sur la zone 200-205 € ou un beau signal en cas de cassure au-dessus de 225-227 pour viser entre 240 et 250, je pense, dans un premier temps, si vous voulez jouer le trade un petit peu en mode swing court terme. Et après, l'idée, c'est de se laisser dessus le plus longtemps possible. Je vous dis, il y a un peu cet intérêt, j'aime bien cet intérêt spéculatif de se dire que EDF finira par sortir le titre de la cote. Pas beaucoup de flottants, des fonds qui rentrent, qui sont à l'achat. Voilà, un titre qui est très haussier. Il y a tous ces éléments mis bout à bout font que l'électricité de Strasbourg reste une belle, une de mes grosses convictions cette année et probablement pour les années suivantes aussi. Ensuite, Essilor Luxottica. Alors là, on est sur un graphe complètement, c'est tout à fait l'inverse, hein, c'est un titre, donc Essilor Luxottica, je vais pas m'attarder non plus énormément dessus. On est sur le leader mondial de tout ce qui est, ils ont à peu près 30% de part de marché dans tout ce qui est lunettes et technologie de verre ophtalmique, etc., etc. Donc en fait, la thèse sur Essilor Luxottica, c'est de se dire quoi? C'est de se dire bon, je serais pas maintenant expliquer pourquoi le titre perd 40% en ligne droite. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une énorme opportunité. Pourquoi? Parce que historiquement, ça l'a toujours été. Je veux dire, la seule fois où vous avez Essilor Luxottica qui a fait un mouvement baissier aussi important, c'était pendant le Covid, où en 3 mois, on a perdu une quarantaine de pourcents. Bon, là, ça fait 4 mois, 4-5 mois, on perd voilà aussi une quarantaine de pourcents. Bah, historiquement, voilà, c'est une société c'est un bijou, quoi, c'est flamboyant, c'est une société qui est tout le temps haussière. Hem
Voilà, là, pour moi, c'est une opportunité quoi historiquement, ça a jamais, ça a toujours été une opportunité quand vous avez Essilor c'est un peu comme Total, voilà, vous avez Total qui perd 25 qui a 25 de ses plus récents, bah, historiquement, ça a toujours été une opportunité. Essilor-Luxottica, c'est un peu la même, voilà, c'est un petit peu la même thèse sur un leader mondial, un marché en forte croissance. Voilà, il y a une forme de monopole aussi, hein, il n'y a pas vraiment de concurrents, aussi gros, aussi sérieux que Essilor sur le secteur, Essilor-Luxottica. Pour moi, l'idéal, techniquement, voilà, ce serait que le titre moi je me suis mis j'ai pas trop envie d'y croire parce que je me dis ça me paraît tellement, déjà, ça me paraît tellement déjà utopiste de voir, Essilor-Luxottica à -40 de ses derniers plus hauts. Mais que le titre perde encore 8 et revienne sur cette grosse zone, on va dire des 180. Voilà, les plus hauts de novembre 2021, plus hauts qui ont été beaucoup testés aussi en 2023 avant d'exploser derrière à la hausse. Ce qu'on peut se dire, hein, c'est que peut-être que le titre allait trop vite, trop haut, et que là le marché, je sais pas, prend un petit peu ses bénéfices, pression baissière qui est un peu accentuée par le contexte géopolitique un petit peu morose. Voilà et puis Essilor, ils ont quand même, ce qu'il faut se dire, hein, c'est voilà la thèse fondamentale, c'est aussi de se dire, bah, le vieillissement de la population, hein, donc de plus en plus de besoins en matière de lunettes, par rapport au vieillissement, de lentilles ou de voilà, de plus en plus de pathologies. Il y a aussi le fait qu'on passe de plus en plus de temps devant les écrans, donc en fait, même plus jeunes, les proportions, vous regardez sur les 50 dernières années, la proportion de moins de 20 ans qui portent des lunettes aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans, enfin, qui ont vraiment des problèmes ophtalmiques importants, bah, c'est vraiment c'est n'importe quoi. Donc voilà, une grosse valeur d'avenir par rapport à ça, donc qui a beaucoup de visibilité par rapport à ces thématiques-là. Et en plus, on a aussi un aspect un petit peu plus spéculatif, mais c'est aussi une valeur qui pourrait profiter de l'intelligence artificielle parce que bah, ils développent des lunettes intelligentes hein, avec Meta, hein, donc Meta qui est un gros groupe américain, qui est la maison mère de Facebook et de WhatsApp et Instagram. Et donc ça, bah, ça pourrait, les premiers modèles sont déjà commercialisés. C'est grâce à ça qu'ils ont fait un T4 2025 historique. Donc on peut être amené à penser que ce sera probablement un relais de croissance très puissant, un autre relais de croissance très puissant pour le groupe ces prochaines années. Donc Essilor Luxottica, j'ai envie d'être très optimiste, très enthousiaste, voilà, sur ces zones-là, à 40% des plus hauts, des derniers plus hauts. Hem, Au plus le titre baisse et au plus ce sera une opportunité parce que bon, voilà, fondamentalement rien n'a changé, hein, juste le marché qui valorise un petit peu moins Essilor aujourd'hui que fut un temps. Allez, ensuite j'accélère un petit peu. Donc Essilor on a fait, GTT, donc GTT pareil je la présente pas. Essilor j'en ai pas en portefeuille donc mais je suis le titre de très près. GTT j'aime beaucoup. Pour moi c'est un peu la même thèse que Total, acheter maintenant ça me paraît un petit peu compliqué. Parce que le titre prend, 30 depuis le début de l'année et bon, est très, 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 très haussier. Là, il y aurait eu peut-être une petite porte d'entrée, là, -8 des plus récents, mais bon, maintenant, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Donc GTT, on est sur quoi? On est sur peut-être une des plus belles sociétés françaises, hein, une des rares sociétés, déjà au monde qui arrive à faire plus de 50 de marge nette et peut-être la seule société française cotée en bourse, qui arrive à faire ça en tout cas de manière non exceptionnelle. Donc c'est eux qui ont un peu qui ont un peu le monopole sur tout ce qui est, technologie pour dessiner, pour construire les grosses cuves, cryogéniques dans les méthaniers, pour transporter le gaz naturel liquéfié. Donc une société de toute façon de croissance sur enfin de croissance, une société qui est positionnée, qui a un monopole sur un marché, très porteur. Donc en fait, pour moi déjà c'était une conviction avant la guerre en Iran, ça l'est aujourd'hui encore plus parce que je me dis quoi? On a le risque de voir des méthaniers, la flotte de méthaniers un petit peu touchée, voilà, on sait jamais un méthanier qui se fait couler à droite ou à gauche. Les tensions sur la chaîne d'approvisionnement GNL, bah, on va peut-être se dire va falloir importer plus de GNL des États-Unis ou de je ne sais où et bah, pour l'importer des États-Unis ou même d'autres pays du Golfe ou du Maghreb et puis, bah, dans ce cas-là, il faudra des bateaux, peut-être plus de bateaux, heu et en plus, je pense que donc voilà, je pense que c'est une société qui va être amenée à avoir son c'est surtout ça qu'il faut regarder avec GTT, hein, c'est le carnet de commandes. C'est surtout ça que regarde le marché, hein, si la croissance du carnet de commandes. Donc marché structurellement porteur et qui pourrait potentiellement bénéficier d'un boost, par rapport à ce qui se passe actuellement.
sur les marchés mondiaux de l'énergie. Donc GTT, ça reste, pour moi, ça reste une là, vous me direz, je prends pas trop de risques, mais ça bon, ça reste je pense que c'est dans conviction de beaucoup d'investisseurs, hein, je prends pas trop de risques à vous parler de GTT. Moi, honnêtement, ce que je ferais sur le titre, hein, c'est que j'attendrais vraiment, voilà, on sait que bon, si on regarde sur les derniers trimestres, on est quand même sur un titre qui est capable des fois de faire des mouvements baissiers, partir de hausse et de faire des moves qui est quand même pas capable des fois de perdre des 20-25%, qui revient de temps en temps sur sa moyenne mobile 200 périodes. Là, les 2 dernières fois, à chaque fois on est venu dessus, ça a été vraiment le point bas et on a fortement rebondi derrière. Donc moi, ce que je surveillerais déjà sur les cours actuels, franchement, j'attendrais une baisse significative de 8-10% sur les cours actuels. Mettez-vous une alerte sur 185 euros. Derrière, si ça va plus bas, on verra maintenant si ça remonte, mais il y aura aussi la même 200, hein. Là, les backtests, si on regarde sur les 2-3 dernières fois, ça a quand même plutôt bien marché. Donc voilà, j'achèterais, honnêtement, j'achèterais pas GTT maintenant. J'en ai en portefeuille, mais je renforcerai, mais j'ai pas envie de vendre non plus, mais je renforcerai pas maintenant. Par contre, voilà, si on a le titre qui perd à 10% sur les cours actuels, je pense que ce serait une bonne chose. Après, vous pouvez aussi la jouer sur nouveau plus haut, et bon, on est sur une valeur haussière, hein, donc des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut aussi. Mais si vous préférez privilégier cette solution d'acheter un peu sur signal haussier pour gratter 10-12% à court terme, je pense il faudra veiller à adapter à une taille de position peut-être un petit peu plus petite que ce que vous pourriez mettre si le titre faisait une baisse significative. Voilà pour GTT. Allez, j'enchaîne. Veolia, Veolia, bon bah je vous apprends rien non plus, on est sur le secteur des utilities. Moi, ce que j'aime bien sur Veolia, c'est que pourquoi je vous en parle maintenant, c'est que je pense que c'est une bonne opportunité au cours actuel. Ouais, ça l'était encore mieux, elle était encore mieux lundi dernier, hein, sur la ici sur la même 200, juste avant de fermer un petit gap là de janvier et juste avant de rebondir. Moi, j'aime bien Veolia, c'est un peu la même thèse que Séché Environnement. On est sur le leader mondial de gestion, traitement de l'eau et gestion, traitement des déchets. Donc c'est une société, un peu bon père de famille, il y a 4% et demi de rendement au cours actuel. C'était un titre qui avant le début de la guerre en Iran se portait très très bien, était dans une excellente dynamique et gagnait quasiment 25% depuis ses plus bas depuis les plus bas de janvier. Donc c'est quand même très très rare de voir un titre comme Veolia faire un mouvement aussi puissant sur un laps de temps aussi court. Mais je corrobore un petit peu, voilà, ça renforce un peu la thèse de Tito, hein, de dire les utilities, le secteur des utilities en ce moment, c'est quelque chose à regarder. Je pense que c'est quelque chose qui va être encore scruté de plus près par les investisseurs si on commence à manquer un peu de visibilité sur les marchés et ou même si on avait un risque de récession qui augmentait là au cours des prochains mois, parce que bah, ce seraient des sociétés qui seraient beaucoup beaucoup moins impactées et qui seraient plus résilientes par rapport à leur secteur d'activité. Donc société très bien gérée, très bons résultats, un bon rendement. Là, on est à moins 11% des plus hauts récents. Et pour moi, on est sur une zone d'achat, quoi. Là, ouais, voilà, à proximité. Moi, ça me choque pas si honnêtement, si vous voulez mettre du Veolia en portefeuille maintenant. Et après, pourquoi pas renforcer le titre si on revenait sur 31, un peu plus bas, on va dire sur la zone des 31. Et peut-être même renforcer encore plus fortement si on revenait sur la zone des 30 euros. Voilà, moi, ça me semble assez cohérent. Et puis derrière, on pourrait même tracer un autre support oblique haussier et peut-être même se dire, allez, on met une dernière cartouche si on revient encore sur 29,50 € pour vraiment jouer l'après quoi sur un titre à mon sens très porteur pour les années à venir. Ensuite, Avio. Alors Avio, là je pense que je vous apprends sans doute quelque chose. Donc moi c'est une société que j'ai découvert il n'y a pas non plus énormément de temps, mais que je suis tombé, pas fan, hein, mais qui est du coup rentré dans mes convictions. Je l'ai découverte grâce à David Renan, que vous connaissez sûrement, qui est peut-être un des meilleurs investisseurs traders particuliers en France, qui est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Hem, qui est une source d'inspiration pour beaucoup, enfin qu'il a été pour moi, mais comme d'autres et comme Tino d'ailleurs. Hem et avec qui j'ai la chance aussi de travailler sur d'autres, dans d'autres contextes pour d'autres, voilà, pour d'autres sociétés. Hem, sur d'autres projets, voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, voilà pour ce petit aparté. Donc en fait, Avio, c'est quoi? Avio, c'est une société qui est de base, on est aussi sur le secteur de domaine spatial, exploration spatiale. Donc c'est eux qui conçoivent donc Avio, c'est eux qui conçoivent les moteurs des fusées Vega et Vega C et des fusées Ariane 5 et Ariane 6, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et en fait, donc
une société vraiment unique quasiment en Europe, hein. Il y a pas, mais peut-être même dans le monde, il y a pas d'équivalent, donc c'est un petit bijou de technologie. Après évidemment, du coup, ça se paye sur des ratios de valorisation assez élevés, hein, par rapport à d'autres sociétés, même d'autres sociétés du secteur, de la défense ou du spatial ou des satellites, mais c'est vraiment une société unique, c'est un petit bijou. Et en fait, pour moi, il y a 2 catalyseurs. Il y a un, bon, bah, le spatial, le côté un petit peu indépendance stratégique européenne. Et de l'autre côté, il y a aussi la défense. Il y a aussi la défense parce qu'il faut savoir que Avio, par exemple, c'est eux qui conçoivent les moteurs des missiles, Aster 30, hein, les missiles antiaériens, de fabrication française qui équipent nos Rafales et peut-être même, je sais pas si je dis une bêtise, mais peut-être même des lanceurs terrestres, voilà. Donc vraiment une société très très de niche, très technique, très 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 pointue, un petit bijou de technologie. Et bah, la thèse, c'est de dire qu'ils vont profiter aussi des investissements massifs dans le secteur de la défense. On voit là, par exemple, que les moyens de défense balistique, les missiles qui sont utilisés là, pour intercepter les drones, etc., en Iran, bah, c'est une grosse problématique parce que les stocks s'épuisent très vite. Donc il faudra déjà refaire les stocks et potentiellement produire de nouveaux missiles plus petits, moins coûteux. Voilà. Donc je pense que Avio est une société d'avenir, de ce point de vue-là. Ils ont récemment aussi, ils ont des clients aux États-Unis et ils ont récemment carrément annoncé l'ouverture ou la construction d'un site pour s'implanter encore plus aux États-Unis et produire directement sur place. Donc voilà pour la petite Avio, pour la petite introduction, enfin pour le petit résumé de ce que fait la présentation de la société. Moi, au cours actuel, j'aime bien. On est franchement, là, sur la zone des 32 €. On voit que c'est une grosse zone de support, là, ces derniers, depuis février. Bon, on est sur un titre qui fait quand même un petit peu globalement du surplace, qui a un peu du mal ces derniers temps, qui a publié des résultats. Bon, là, on a eu une grosse mèche. Bon, le marché s'attendait à des prises de commandes un petit peu plus fortes, mais ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Donc moi je la vois un peu comme ça aussi Avio, là, une sorte de range entre à très court terme, entre on va dire la zone des 38-40 en résistance et la zone des 32 en support. Donc pour moi 32 c'est une bonne première zone pour peut-être mettre un pied dans la société si ça vous intéresse. Et après sinon on aurait aussi un signal aussi au-dessus de 38-39 pour viser un premier objectif technique, hein, si vous voulez peut-être vous payer un petit peu ou ceux qui font vraiment plus du trading. Pourquoi pas viser la zone des 44-45 € dans un premier temps sur Avio. Ensuite, allez, j'accélère un petit peu. Théon International, on est aussi sur la défense. Cette fois-ci, on est sur une société chypriote ou grecque, je sais plus, mais qui cote aux Pays-Bas. En fait, Théon, pour vous donner une idée, c'est un peu le même secteur d'activité que Exosens en France, mais ça se paye beaucoup moins cher en termes de ratio de valorisation. Donc on est sur une société qui est spécialiste de tout ce qui est matériel électro-optique pour la défense, donc tout ce qui va être lunettes de visée nocturne, lunettes, voilà, les capteurs, enfin comment je peux dire, ouais, jumelles thermiques, etc., ce genre de choses. Ils ont signé beaucoup de contrats, des gros contrats avec l'OTAN récemment. Ils ont aussi pris une part du capital importante de Exosens. Ils ont pris 10% d'Exosens il y a quelques mois à un prix. Enfin, je sais que aujourd'hui, Exosens vaut plus cher que le titre, le cours auquel a acheté Théon. Pourquoi? Parce que Exosens, ils fournissent une pièce bien particulière dont Théon a besoin pour concevoir, produire d'autres produits. Et en fait, cet investissement leur permettait de sécuriser un petit peu cette chaîne d'approvisionnement pour les prochaines années. Et en fait, bah, Théon, l'intérêt aussi, c'est que là, le titre a bien reflué. On voit qu'il a échoué sur un gros niveau de résistance tout récemment, là, à 34 € et le titre vient de perdre 16-17% en ligne droite et on revient sur une grosse zone de support oblique. Donc là, je pense qu'on a un super point d'achat sur le titre pour mettre pareil un petit pied dedans. Vous voyez la figure, hein, c'est assez limpide pour viser, voilà, le faire un petit peu le ping-pong et on espère que ça cassera les 34 € pour accélérer à la hausse. Voilà, donc en fait, j'aurais pu vous proposer Exosens aussi, hein, ça reste une belle conviction, c'est une belle société française. Mais en fait, Théon, enfin, disons que je pense que c'est une société Exosens qui va continuer d'être appréciée par les investisseurs. Mais pour moi, l'intérêt de Théon, c'est qu'en fait, au niveau là, déjà, techniquement parlant, c'est un peu plus propre au cours actuel au moment où je fais la vidéo et surtout, donc pour moi c'est une grosse zone d'achat, là je suis acheteur sur cette zone-là et en plus, ça se paye au niveau des ratios de valorisation, ça se paye quand même bien moins cher qu'Exosens au cours actuel. Donc il y a aussi un petit peu cet intérêt-là sur cette société. Ah ouais, ça reste quand même une valorisation intéressante. Enfin, je veux dire, c'est quand même un gros groupe. Un gros groupe. On est sur 2 milliards de valorisation. On n'est pas sur une toute petite société, quoi. Peut-être même un petit peu plus. Là où Exosens, c'est un peu plus de 3 milliards.
Ensuite, THX Pharma, alors ça, c'est une autre grosse conviction, mais c'est aussi un autre gros titre, probablement, je pense, le titre le plus «spéculatif» entre gui si je devais faire un classement, je pense que c'est, ouais, le titre le plus spéculatif, le plus «risqué» entre guillemets que je vous présente aujourd'hui. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est un peu comme Medincell, donc on est sur on est sur domaine de la biotechnologie, donc le développement de molécules, donc c'est un secteur hem, qui est très risqué. L'intérêt de THX Pharma, c'est que c'est quand même un titre, pourquoi je vous en parle? Bah, déjà primo parce que moi j'ai eu des super résultats aussi sur, une très bonne performance avec les membres MTT, donc bah, c'est un titre qui revient souvent, donc j'en ai aussi pas mal en portefeuille avec un bon prix de revient. Moi, pour rien vous cacher, mon prix de revient aujourd'hui, le titre vaut 3, mon prix de revient aux alentours des 1,30, 1,35. C'est une position assez conséquente dans mon portefeuille, mais avec la plus-value latente. Parce qu'à l'époque, c'était un titre sur lequel on était rentré techniquement là aux alentours des 1 €, 1,05 € et en fait, on avait vraiment profité de ce mouvement, l'été dernier et on avait fait une grosse plus-value avec les membres du salon et depuis, j'avais toujours gardé des titres. J'avais reproposé un trade récemment où on était repassé à l'achat là sur les 1 €, les plus bas en fait, on avait chopé les plus bas moi j'avais renforcé ma ligne, on avait chopé les plus bas de novembre là, qui correspondaient au plus haut de mai et en fait, du coup, bah, depuis le titre a fait son bonhomme de chemin, au plus haut reprenait 230. Donc il y a pas mal de membres MTT qui sont aussi positionnés sur la valeur. Et moi, c'est une conviction parce que en fait maintenant, à la base, c'était un bon trade, qui a bien pris, sur lequel j'ai gardé des titres. Je me suis dit: «Bon voilà, tendance haussière, on va se laisser porter» et en fait, au final, récemment, le titre a signé, je vous parlais là de ces histoires de partenariat, un partenariat assez important avec, donc c'est une petite biotech, hein, on est sur, même pas 45 millions de valorisation, c'est vraiment une toute petite boîte, mais qui développe des traitements contre les maladies rares, en l'occurrence pour ceux qui voient un petit peu la maladie de Batten et la maladie de Gaucher, qui sont vraiment il faut le dire, des maladies de merde, hein, voilà, qui touchent, surtout les enfants. Donc moi, je suis assez, quelqu'un d'assez empathique, donc plus j'ai quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la boîte, ça m'a aussi un peu renforcé dans ma conviction. J'ai envie de participer à, je l'espère, cette future belle aventure. En tout cas, aujourd'hui, c'est bien parti. Mais après, c'est ce qui est facile aussi, hein, c'est que voilà, j'ai réussi à rentrer plus bas et à tenir une belle ligne jusqu'à présent. Et donc en fait, voilà, récemment le titre a signé, ce partenariat-là. Ils ont fait rentrer, je crois, quasiment 20-25 de la capitalisation en trésorerie donc ils ont levé, je crois, ils ont touché une quinzaine de, je sais plus si c'est 12 ou 16 millions d'euros, donc en cash et après avec des partenariats qui peuvent, déboucher sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions, enfin un peu plus de 100 millions d'euros de paiement d'étapes et de royalties au fur et à mesure des avancées. Donc c'est un peu ça qui est en fait, et voilà, et je trouve que tout ça pour dire pourquoi c'est une opportunité aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui le titre se paye, et ça je pense que c'est quand même très lié au contexte actuel. En fait le marché se dit quoi? La hausse des pét la voilà le la crise au Moyen-Orient, hausse du pétrole et cetera, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si on a l'inflation qui repart, la manœuvre souvent des banques centrales, c'est de monter les taux. Le problème, c'est que si vous montez les taux, bah, c'est très mauvais pour les sociétés qui sont gourmandes en capitaux, donc bah, les sociétés qui font de la recherche, qui ont besoin d'un accès facile au financement et les sociétés, on va dire du domaine de la tech, pareil, qui ont un peu le même, qui consomment beaucoup de trésorerie pour se développer. Et pourquoi? Bah, c'est moins un problème pour THX Pharma parce qu'en fait, du coup, la société maintenant, elle a levé cet argent-là, elle a pas levé, elle a touché cet argent-là un peu plus tôt. Ils avaient fait aussi une augmentation de capital. Enfin bon, bref, ils ont en gros, il faut se dire que la trésorerie du groupe représente au cours actuel plus de la moitié de environ la moitié de la capitalisation de la société et en plus, donc ça assure leur financement, je crois jusqu'à 2027 ou 2028, voire peut-être même, enfin quelque chose comme ça. Bon, il y a une grosse visibilité en gros sur la société, je crois que c'est 2029. Et en fait, ça, c'est un point, je trouve que le marché prend pas assez en compte parce qu'il s'inquiète là de la potentielle future hausse des taux. Et en fait, bah, du coup, depuis le donc ça se paye sous les plus hauts récents. Ça se paye sous les plus hauts récents. Ça se paye, pardon, sous les prix auquel on avait ouvert lors de l'annonce du partenariat. Donc on est revenu, quasiment comme s'il n'y avait pas eu le partenariat a été complètement effacé et bah, depuis les plus récents, pareil, ça se paye, 43. On a baissé de 43. Là, c'est un peu le même scénario que sur Medincell. Bon, c'est un titre qui a bien baissé, qui revient sur
une zone d'achat, je trouve intéressante, une grosse zone de support. Là, on voit la zone des 2,80, qui a été pas mal travaillée. Donc je pense que voilà, peut-être si ça peut vous intéresser, alors avec parcimonie, hein, c'est vraiment la biotech, ça doit pas représenter, si vous avez, voilà, je pense que ça doit. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un titre, ça peut très facilement perdre 20-25%, voire plus en cas de mauvaise news. Il n'y a jamais rien qui est garanti avec sur la biotech. Et en fait, faut pas que, voilà, faut pas que ça impacte trop votre portefeuille. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'il faut pas que ça représente, même une conviction, il faut pas que ça représente plus de 5%, même beaucoup. Ça dépend de votre profil, de combien vous gérez, etc. Mais en tout cas, moi, à mon échelle, ça représente moins de 5% de mon capital. Parce que voilà, une perte de 20%, sur le titre, c'est 1% à rattraper sur le capital, c'est largement faisable. Par contre, si c'est une ligne qui représente beaucoup plus, si c'est un quart de votre capital et le titre perd 20%, bah, vous faites une perte sur votre capital total beaucoup plus importante. Et derrière, c'est bien plus important, c'est bien plus difficile à remonter. Voilà, donc tout ça pour dire. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est que pareil, c'est un titre, on voit bien là, qui est quand même un super mouvement quand même très haussier depuis plus d'un an, depuis quasiment un an. Et derrière, on a la MM200 qui remonte. On aurait éventuellement, s'il fallait qu'on aille plus bas, voilà, on aurait un gap à venir fermer aux alentours des 2,50. Donc moi, je pense que c'est pas mal de prendre une petite, voilà, de mettre un pied maintenant dedans. Et si le titre baisse, si le titre revient sur 2,50, voilà, vraiment une toute petite ligne, hein, pour pas que la plus-value vous fasse trop mal la moins-value vous fasse trop mal au cerveau si le titre va plus bas. Et si on revient sur 2,50 là avec la même 200 qui remonte, bah, ce serait une belle zone, je pense, pour renforcer ou du coup pour passer à l'achat si vous préférez attendre sur le titre. Ensuite, bon, Safran, là je vous apprends pas grand chose, on est sur une grosse mémère du CAC 40, donc tout ce qui est, on est sur l'aviation, l'aéronautique et aussi bah, la défense, hein, parce qu'ils font, donc Safran, ils font des moteurs d'avion pour les avions civils et les avions, et aussi des avions militaires. Bah là, c'est un titre, c'est purement se dire, bon, c'est un petit peu, peut-être un petit peu exagéré de se dire, voilà, c'est comme la baisse récente, on est sur une super valeur qui perd 20% depuis ses records historiques. Pour moi, c'est un peu la même thèse que quand je vous disais, bon bah voilà, les opportunités, les moins 25% sur Total, ça a toujours été une opportunité. Là, c'est pareil, on revient sur, vous voyez, là, quand tout le monde paniquait, là, avec les tarifs, bah, entre les plus bas et les plus hauts derrière, Safran a presque doublé. Le titre s'est bien repris assez rapidement. Donc est-ce que le conflit la guerre en Iran va impacter éternellement l'industrie, l'aviation et le tourisme? Je crois pas. Est-ce que ça va? Bon voilà, je pense que pour l'instant c'est beaucoup du bruit à court terme faudra voir après, ce sera une autre histoire si ça se matérialise vraiment dans les résultats financiers. Mais là j'ai envie d'y voir une opportunité. D'ailleurs un peu plus tard je vous parlerai d'Airbus, mais ce sera exactement la même thèse, hein. C'est de se dire voilà, on est sur un titre, une magnifique société qui vient de qui revient sur une grosse zone de support. Donc moi j'ai envie de mettre un premier pied dedans. Donc là je suis acheteur au cours actuel. Et après je viserai éventuellement si le titre perdait une dizaine, une douzaine de pourcents supplémentaires, revenait aux alentours des 260, pourquoi pas faire un renfort, ou si vous préférez attendre et peut-être payer cette zone-là. Steve, alors à Steve, là on est sur une plus petite société, on est sur une mid cap, même pas une small cap de 300 millions de valorisation à peu près, qui est, donc c'est une belle société française, hein, qui a fait x10 depuis son introduction en bourse, une des voilà depuis 2023, donc on voit la tendance, hein, c'est magnifique. Donc là, je suis aussi positionné à l'achat, j'ai quelques titres, j'ai pas une position énorme mais pas mal. Un titre que j'avais aussi beaucoup tradé avec le salon là, MTT dans la hausse, donc que je connais bien. Qu'est-ce que je voulais dire sur Steve? Ouais, bah, voilà, la thèse sur Steve, c'est un peu l'électrification de la société. Donc eux, ils sont un peu leaders dans tout ce qui est, ils ont voilà, dans leurs clients, ils ont par exemple Tesla. Ils font, alors c'est assez compliqué à expliquer concrètement ce qu'ils font. Ils font des bâches en fait, des bâches anti-explosion. Pour dans les usines de batteries, dans les usines de batteries, vous avez de forts risques d'explosion en fait dans la conception, la fabrication de ces batteries-là, pour les voitures électriques ou autres. Eux, ils font voilà, je sais pas comment appeler ça, des poches anti-explosion pour les lignes d'assemblage, sur les lignes d'assemblage de batteries. Si je dis pas de bêtises, c'est ça qu'ils font. Très concrètement, c'est vraiment compliqué à expliquer exactement ce qu'ils font, parce que c'est très pointilleux, mais en gros, c'est
ça qu'il faut vous imaginer. Donc c'est une société qui est vraiment positionnée pour profiter on va dire de l'électrification de la société et faut surtout la voir comme ça, hein. Des fois les sociétés, faut pas, moi je trouve que ça sert à rien de connaître exactement, ce qui est important, c'est plus les secteurs sur lesquels elles sont positionnées. Regardez les perspectives, regardez des fois sinon on s'embrouille trop les pinceaux. Hem donc voilà, société pour faire plus simple, société qui est bien positionnée pour profiter de l'électrification de la société. Voilà, vous avez des contrats, récemment, ils ont signé des gros contrats en Chine, ils ont des contrats avec Tesla. Voilà, c'est pas toutes les sociétés françaises qui peuvent se targuer de travailler avec Tesla. Société qui a une bonne position, qui est en bonne santé financière. J'ai pas creusé en détail là, ils viennent de publier leurs résultats annuels ce soir. On verra ce que ça dit d'apparence, ça a l'air bon, hein, mais c'était attendu. On savait que les résultats allaient être bons. Voilà, ils ont fait pas mal de croissance externe l'année dernière. Ils ont racheté 2 sociétés. Société bien gérée, il y a du cash. Voilà, belle santé financière, belle perspective. Donc aussi une de mes convictions, en se disant que le titre perd 35% depuis ses plus hauts de l'été dernier. Alors là où je l'achèterais peut-être pas au cours actuel. Moi, idéalement, bon j'en ai, mais idéalement, j'aimerais bien un contact sur ce support oblique haussier qui est magnifique. Donc là, qui donnerait, on va dire, là, si le titre faisait ligne droite, ça serait aux alentours des 50 €. Ce qui correspondrait aussi d'ailleurs à un gros support horizontal là. Voilà, donc on a une corrélation entre support horizontal, support oblique. Donc idéalement, si on avait Steve qui revenait, on va dire, dans cette zone des 50 €, ce serait parfait pour payer. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que le titre va quand même réussir à se relancer. Et là, je trouverais un premier signal. Pouah, ce serait compliqué. Mais allez, on va dire un premier vrai signal au-dessus de cette zone des 67-68 pour jouer un retour sur les plus hauts récents. Allez, ça fait déjà 1h10 d'émission. Bon, je suis désolé, je m'étale un petit peu, mais bon, quand on est passionné, des fois, c'est difficile de faire court. Et je préfère être bien clair. Airbus, c'est un petit peu la même thèse que Safran, c'est un petit peu la même thèse que Essilor, c'est un petit peu la même thèse que Total. La question à vous poser, c'est est-ce que vous pensez que Airbus sera plus grosse que ce qu'elle est dans 2 ou 3 ans? Peut-être même dans un an? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est des sociétés, voilà, ça devient, en plus, quand on voit les déboires de Boeing, Airbus enchaîne. La seule vraie contrainte sur Airbus, c'est ce qu'ils vont être capables dans les années à venir de maintenir leur comment dire, de produire, de réussir à produire autant que ce qu'ils annoncent, de réussir à tenir leurs objectifs de production, voire à améliorer la cadence. C'est un peu c'était un peu le souci qu'on avait eu ici là non pas en avril dernier, qu'on avait eu ici là en juin 2025. C'était il y avait une petite alerte sur la capacité finalement ils pensaient livrer moins d'avions que ce qui était prévu. Mais on voit que c'est pareil, hein. Bon, c'est un titre, vous vous mettez voilà, je vais me mettre en unité de temps mensuelle. On voit que, voilà, globalement ça arrête pas de monter. Là, on a eu le gros épisode du Covid où le titre a perdu 65%, mais ça c'était vraiment historique. Là, l'année dernière, avec les tarifs le titre a aussi perdu une trentaine de pourcents. Là, depuis les plus hauts, on perd aussi quasiment une trentaine de pourcents. On revient sur une grosse zone. La MM20 mensuelle qui avait bien servi de support ici, là, début d'automne 2024, avant que le titre ne refasse 70% en ligne droite, quasiment. Voilà, donc Airbus, hein, je pense que moi, c'est une de mes sociétés préférées dans le CAC 40, hein. Euh, Si demain on me demandait, tu choisis 5 sociétés du CAC 40 et tu y investis 100 000 € comme tu veux, bah, Airbus serait évidemment dans les 5 sociétés choisies, surtout au cours actuel. Je pense que c'est une opportunité d'avoir Airbus qui se paye 25% des plus hauts récents. Voilà, après ça peut aller plus bas, hein, donc bon, si ça va plus bas, là je trouve qu'on est quand même sur une grosse zone technique. Après on n'est pas à l'abri, moi je verrais 2 zones, je me dis: «Bon, si le marché voulait aller un peu plus bas, ce serait bien de venir combler le gap là qu'on a laissé ouvert, on a un gap là qu'on a laissé ouvert en avril dernier, fin avril dernier. Donc pourquoi pas avoir le titre qui perdait encore 10% supplémentaires, et si on avait le titre qui perdait encore 20% supplémentaires, on reviendrait sur la zone de support là, des 130, entre 125 et 130, qui serait, on le voit, hein, qui serait une énorme zone, de support et d'achat sur le titre. Mais là, voilà, ça me paraît cohérent voilà, de pourquoi pas mettre un peu, si vous avez 3 000 €, vous dites: «Oh, j'aime bien Airbus, j'ai envie d'y investir 3 000 €», bah pourquoi pas de mettre 1 000 € maintenant, et puis derrière de renforcer si le titre vient plus bas, ou alors aussi de renforcer plus cher plus tard.
tard, mais dans de meilleures conditions techniques, hein. Moi, c'est souvent comme ça que je vois les choses. Ensuite, Reaber, alors là, c'est une petite société, une petite small cap française. Alors là, c'est assez pareil, c'est assez spéculatif, mais on n'est pas sur la spéculation type biotech. Donc là, c'est un spécialiste de la photonique. Donc la photonique, c'est un peu le marché s'emballe en ce moment, hein. C'est pour ça que le titre a fait. C'est un peu la même chose sur Soitec, mais bon, moi je préfère Reaber, parce que bon, Reaber au moins c'est une société quand même rentable. C'est une société rentable qui a un parcours, on va dire, boursier ces deux trois dernières années quand même moins chaotique que celui de Reaber, que celui de Soitec, pardon. Donc en fait, la photonique, c'est quoi? C'est un peu très probablement le futur de l'industrie semi-conducteur, hein. Donc c'est ce qui permettrait de passer par, en fait, au lieu de matériaux très spécifiques et très petits pour imprimer en fait les circuits, pour faire circuler l'électricité dans les circuits, des circuits électriques des comment dire, des composants électroniques. Ce sera en fait passé par la lumière. Donc ça, c'est la photonique. Donc ça permettrait des gains énormes en termes de place, de rapidité de calcul, etc., etc. Et d'économie d'énergie aussi, parce que bah la lumière, c'est pas enfin voilà, je m'emballe un petit peu sur le sujet, ça fait déjà une heure 15 d'émission, mais ça c'est plus pourquoi c'est une conviction? C'est plus un petit peu pour jouer ce secteur de la photonique, indépendamment on va dire des fondamentaux de Reaber. Je pense que c'est une des sociétés du lot que je connais honnêtement le moins bien, mais c'est une société que j'ai en portif en ce moment. Donc je sais pas, voilà, je saurais pas vous dire avec quels sont les clients de Reaber, quand a été signé le dernier contrat, etc., etc. Mais en fait, c'est plus on va dire une conviction un peu opportuniste par rapport à l'emballement du marché pour le secteur et pour l'intelligence artificielle en ce moment. Donc je pense que voilà, c'est un titre qui pourrait continuer de s'emballer, qui tient plutôt bien malgré le contexte actuel, qui est proche des plus récents. Il y a des gros volumes. Euh, Dans l'idéal, moi je vois deux petites zones potentiellement pour se positionner. On a une zone de support, on va dire entre 4,95 € et 5,30 €. Bon, vous me direz, ça fait quand même un gap important. Voilà, on va dire, bon, voilà, il y aurait si le titre perdait 6-7% là sur les cours actuels, je pense que ce serait déjà une première opportunité de peut-être mettre un pied dedans. Et ensuite, en cas de retour sur 4,90, je pense que ce serait ça le vrai support majeur à court terme. Après, si on le cassait, on irait probablement, on s'ouvrirait la voie pour peut-être retourner sur les 3,90 € ou la MM200. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais je trouve que voilà, c'est un petit titre que je voulais vous présenter. Euh, Ce sera ma conviction un petit peu opportuniste. C'est un titre que je découvre aussi un petit peu, hein, ça fait pas longtemps que je m'intéresse à cette thématique. Donc, mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir, quand on voit le parcours de certains titres aux États-Unis, genre, je crois que ça s'appelle Lumentum ou un truc comme ça. Bon, il y a quelques titres qui sont positionnés sur le secteur et qui ont fait vraiment des parcours de fou ces dernières semaines. Je me dis, bah peut-être que peut-être qu'à la fin, ça pourrait aussi affluer encore plus fortement sur un petit titre comme Reaber. On se la garde bien au chaud, et puis après évidemment, bon, ça reste de la small cap, donc moi j'aurais presque envie de vous dire, voir un peu les choses comme ça, dire déjà à court terme, si on arrivait à débloquer là le passage des 6 €, peut-être qu'on pourrait déjà s'ouvrir la voie pour aller un petit peu plus haut. Là je vois pas trop de zone vraiment horizontale, donc ce sera plutôt une résistance oblique baissière que je vais tracer comme ça. Allez, on arrive aux trois derniers titres. Le grand. Donc le grand, la thèse, c'est quoi? Bah, c'est pareil, c'est de dire, donc là, on est sur un titre qui est assez, donc là, c'est sur tout ce qui va être les data centers. Donc le grand, c'est tous, ils sont de plus en plus présents. Enfin, disons tout ce qui est mise en service de nouveaux data centers pour le développement de l'intelligence artificielle représente une part de plus en plus importante des commandes et des perspectives de croissance de Legrand. Donc société un petit peu alternative pour aussi jouer, l'envolée de l'IA, la continuité du développement, on va dire, de le la cont le ouais, la continuité de la poursuite de l'essor de l'intelligence artificielle. Je pense que le grand est un titre adapté. Vous avez aussi Schneider Electric, mais moi je préfère le grand parce que, je trouve que graphiquement c'est un peu plus lisible, c'est un peu moins Schneider, c'est un peu plus chaotique, et en plus je crois que ça se paye sur des ratios de valorisation un petit peu plus faibles. Et vous avez aussi le grand, c'est une société plus petite, bien plus petite en termes de capitalisation boursière que Schneider. Donc vous avez aussi l'attrait spéculatif, pourquoi pas, le grand qui pourrait se faire sortir de la cote. Ils avaient d'ailleurs refusé une offre il y a quelques années, je sais plus si c'était Schneider ou un autre concurrent. Mais voilà, il y avait déjà eu des approches pour tenter de faire une OPA sur le grand.
Donc là, pareil, pourquoi bon aussi, belle conviction, avec un bon timing là au moment M, parce que bon, le titre vient de perdre, est à 15-16 de ses plus hauts récents. Je pense que le bon pour l'instant à ce stade-là, la tech et l'IA, ça me paraît pas être le j'ai pas l'impression que voilà, il faudrait pas que ça dure trop, trop longtemps et qu'on ait les taux, qui doivent remonter et cetera, tout le bordel en Iran. Mais j'ai en tout cas, voilà, si la situation s'améliore rapidement, je pense pas que ce sera un je vois pas les bigs acteurs de la tech là demain, du jour au lendemain, dire: «Bon bah, en fait on coupe les dépenses en R&D et cetera». Donc je vois pas j'ai un peu du mal à vraiment, je trouve que le marché est très, ouais, très, comment je peux dire? Abuse un petit peu là sur un titre comme Legrand à court terme, parce que je pense pas de loin que je pense que c'est l'un des secteurs qui va les mieux se reprendre derrière et les mieux s'en sortir. Donc opportunité, pour moi en plus on revient techniquement, il y a un peu on a un peu cette, complémentarité entre touchette sur la MM200 qui est la dernière fois qu'on a touché la MM200, on a réussi à prendre, 30 en ligne droite, plus une grosse zone de support horizontal. Donc pour moi le timing est pas mal, donc là le grand je trouve que c'est intéressant au cours actuel, pourquoi pas pareil pour rentrer. Après je surveillerais s'il fallait que voilà, peut-être donner une deuxième zone, sur, les 100, donc on va dire une dizaine de pourcents, même pas 7-8 plus bas. Et sinon après s'il fallait vraiment que ça aille plus bas, moi ça c'est une zone que j'ai déjà évoquée plusieurs fois avec les membres MTT, mais c'est pareil en cas de vraie, je sais pas, crise, panique sur les marchés. En tout cas peut-être si la pression s'accentue, plus et que ça craque un peu plus, qu'on peut avoir du Legrand à -15 encore des cours actuels, il y aurait un gap à venir fermer, qui date de juillet 2025. Je trouve que ce serait une belle zone, aussi pour payer, qui pourrait vraiment servir de point bas, au titre en cas de panique un petit peu sur les marchés. Voilà pour Legrand. Ensuite, autre conviction, ça c'est français, Lumibird. Donc Lumibird, c'est tout ce qui est un peu l'industrie du laser. Donc ça gagne un peu en, bah, la société à la base, c'est pas son cœur de métier, mais de plus en plus sollicité du coup par des acteurs de la défense, hein, pour développer, des technologies, on peut ima ça existe pas, hein, c'est pas ce qu'ils font, en tout cas c'est pas ce qu'ils vendent aujourd'hui, mais on peut imaginer à terme peut-être des genres de canons laser anti-drones. Typiquement, on sait que les drones aujourd'hui, ça devient une nouvelle menace une menace importante. Toutes les armées du monde sont en train de devoir se réadapter. Les conflits 2.0, voilà, avec l'utilisation massive de drones, hein, très difficile. Et en fait, c'est coûteux, très coûteux aujourd'hui de les intercepter avec des missiles qui souvent, c'est le problème qu'il y a en ce moment avec la guerre en Iran, hein, les États-Unis et Israël, et même la France avec les Rafales, on utilise des missiles qui coûtent entre 500 000 et parfois plusieurs millions d'euros pour abattre des drones qui valent au plus cher quelques dizaines de milliers d'euros. Donc il y a un gap important là-dessus qui est intenable à long terme. Et donc, bah, voilà, la menace Lumibird, en fait, pour la montée de la thématique, je pense, lutte anti-drone, en plus de toutes les activités derrière qu'il y a. Donc déjà de base, tout ce qui va être ils sont très présents à la base, c'est une société qui bosse beaucoup dans la recherche avec les lasers, donc qui vend des lasers pour les labos de recherche, etc., pour la santé, tout ce qui est, je sais pas, opération des yeux, etc. Mais nous, on va plus la jouer pour les perspectives par rapport au secteur de la défense. Donc là, c'est pareil, titre qui perd 16-17 depuis les plus hauts récents, qui a publié récemment des résultats. Le marché s'attendait peut-être un petit peu à mieux à court terme. Mais bon, quand on voit le parcours boursier du titre récemment, c'est pas non plus je pense que c'est assez sain, des fois, de faire des consolidations comme ça. On n'a pas touché la MM200 depuis avril dernier. Là, on se rapproche. Voilà, je pense que c'est une belle on a une belle zone, les plus bas là les plus bas de janvier, les plus bas d'il y a 2-3 jours là, les résultats. Non, les résultats c'était quand? C'était il y a longtemps. Je sais plus ce qui s'est passé. Bon, il y a eu je crois qu'il y a eu peut-être que je confonds avec un autre titre. Mais bon, voilà, on a une belle zone je trouve d'achat. Avec la MM200 juste en dessous. Donc pourquoi pas un premier point de in, histoire de voir, histoire de mettre un premier pied dedans. Après, si ça va plus bas, moi je surveillerai quoi? Je surveillerai surtout cette zone-là, la zone des 19 €. Et après, on peut se tracer aussi ça, là, qui serait une grosse zone ça me paraît très pertinent, 16 €, mais ça fait loin quand même. Il faudrait que le titre perde 22 supplémentaires. On n'y est pas encore, mais si vous voulez vous mettre ces alertes-là, chez vous, de votre côté, pourquoi pas. Donc voilà un peu la thèse sur Lumibird, donc vraiment la montée un titre qui peut donner suffit que ça fasse comme je sais pas moi, comme une Exile Technologies quand on voit le parcours d'Exile, juste parce qu'ils ont voilà, un jour ils ont mis au point, ça se paye sur des ratios de valorisation complètement ahurissants. En tout cas, il y a quelques jours, Exile c'était enfin
vraiment du n'importe quoi. Voilà, suffit que demain ils mettent au point, ils annoncent un truc, que tous les acteurs de la défense vont vouloir s'arracher, ou vraiment une technologie, une nouvelle technologie unique au monde ou autre. Voilà, je pense que c'est un secteur qui va devenir de plus en plus stratégique aux yeux des investisseurs, et c'est aussi une façon un peu alternative, moi je trouve que aujourd'hui le potentiel de la défense, il est un peu plus sur ces sociétés, qui à la base sont pas directement des sociétés, du secteur de la défense, mais par rapport au contexte qu'ils deviennent de plus en plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est là où il y a vraiment plus de potentiel sur des OHB, sur des Avio, sur des Lumibird, plus que sur des Thales ou des Rheinmetall qui ont déjà où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien pricées, et où on a un peu moins ce potentiel de rupture, enfin par rapport ouais voilà, on a un peu moins ce potentiel de voir vraiment une innovation de rupture qui va faire que, Thales va pouvoir va pouvoir refaire x2 en 3 mois quoi. C'est un peu ça aujourd'hui la limite je trouve sur la plupart des gros acteurs de la défense en Europe. Et enfin, je terminerai avec Flatex Desgiro, donc vous le connaissez sûrement, peut-être certains d'entre vous sont clients, donc c'est un courtier allemand, aujourd'hui une des sociétés les plus, donc le coup le broker, hein, de Giro, hein, peut-être que certains d'entre vous sont clients comme je le disais. C'est aujourd'hui une des plus grosses sociétés en Europe sur ce secteur-là. Et du coup, pourquoi j'aime bien dans le contexte actuel et pourquoi c'est une conviction? Déjà parce que, bah, le titre a perdu, littéralement, est revenu sur une énorme zo a perdu 30 en ligne droite, vient de revenir sur une grosse, grosse zone de support. On voit le contact MM200 là, la zone des 30 €. Et pourquoi je pense que pareil, le marché s'est un petit peu emballé à la baisse, peut-être un peu trop, parce que, en fait, tout simplement, moi, ma thèse sur Flatex Desgiros, c'est de dire quoi? C'est de dire c'est une société on sait que voilà, ça fait des grosses marges, ils vont continuer de faire de la croissance les prochaines années. Donc enfin, voilà, les résultats les perspectives sont vraiment, excellentes sur le titre. Il y en a d'autres, mais pourquoi lui en particulier? Parce que donc résultat exceptionnel, publié récemment. Titre un petit peu, bah, titre voilà, on peut se dire c'est pareil, un peu le même raisonnement qu'on a fait sur d'autres sociétés. Titre qui a bien grimpé ces 2 dernières années, ou depuis les plus bas d'avril. On a DEGIRO, elle a fait quand même, 160. Donc à un moment, il y a des mouvements baissiers, ça fait partie du mais pour moi, il faut y voir une opportunité de se positionner pour ceux qui n'ont pas, profité de l'envolée, des 2 dernières années. Pourquoi? Parce que bon, la zone technique. 2, les perspectives. On peut être amené à penser pourquoi si Flatex de Giro va publier des résultats encore meilleurs cette année que l'année dernière, pourquoi ça pourrait pas se payer plus cher que l'année dernière? En plus, les ratios de valorisation sont pas non plus, hors normes. Je crois que ça se paye sur un PER de 22-24, quelque chose comme ça, pour une société, forte croissance, rentable. Ça c'est pas non plus voilà, c'est loin d'être hors de prix. Hem et bon après pour les sociétés de croissance, le PER c'est pas l'indicateur le plus pertinent, mais voilà, ça vous me je vais pas rentrer, trop dans les détails. Et aussi en fait, bah, simplement les activités, hein. Moi je pense que Flatex de Giro aujourd'hui ça profite un petit peu, c'est une société qui profite de la situation. Pourquoi? Parce que beaucoup plus de volatilité sur les marchés, c'est beaucoup plus de transactions, c'est beaucoup plus d'ordres, donc c'est beaucoup plus de frais prélevés et de commissions pour, bah, les sociétés de courtage. Et en fait, bah, moi, un petit peu ma thèse, hein, c'est que si la situation venait à perdurer, je verrais bien Flatex, rehausser en fait ses objectifs annuels tout simplement. Et ça, ce serait une news, bah, c'est ce qui serait salué comme, enfin, je veux dire, je connais pas de société qui rehausse leurs objectifs, et où le titre baisse. En tout cas, j'en ai jamais. Généralement, plutôt les sociétés ont tendance plutôt à baisser quand les résultats sont pas, voilà, même s'ils sont très bons, il y a rien de nouveau, il y a rien d'exceptionnel. Là, les sociétés ont plutôt des fois tendance à baisser, les investisseurs prendre des bénéfices. Là, pour Flatex, je pense qu'au contraire, elle a toutes les chances de voir, voilà, de rehausser ses perspectives cette année par rapport à son secteur d'activité dans le contexte qu'on connaît actuellement. Donc c'est une de mes grosses convictions, 2026, surtout donc j'en ai en portefeuille aussi. Surtout sachant que, bah, la zone d'achat est vraiment, je trouve, splendide, quoi. Là, on a un bon timing, à mon avis, pour passer l'achat. Le problème, c'est que si des fois les marchés, ils peuvent être dans l'erreur plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable, même si j'ai pas prétention à dire que j'ai raison par rapport au marché, mais disons, le marché peut se tromper plus longtemps que vous ne pouvez, rester solvable. Donc s'il fallait que ça aille plus bas, c'est quand même voilà, c'est quand même un titre qui peut être assez volatile, ça peut aller relativement vite. Donc moi, je verrais bien après la zone,
Pourquoi pas viser la zone des 27 €, une dizaine de pourcents supplémentaires plus bas s'il fallait que ça aille, ou une quinzaine de pourcents s'il fallait que ça aille plus bas. Bon voilà, l'émission touche à sa fin, grosse émission d'1 h 30. Je pensais pas prendre autant de temps, mais bon, on fait quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez, trouver un petit peu des idées aussi pour vous de votre côté par rapport à tout ce que je viens d'évoquer. Voilà, que ça va vous inspirer, on va dire, pour votre trading et pour vos investissements. Hem, voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire comme d'habitude pour le référencement de la vidéo, ça fait toujours plaisir. S'il y en a qui veulent évidemment savoir plus, qui aiment bien, voilà, ma façon d'approcher les choses, vous pouvez évidemment me retrouver sur les programmes, d'accompagnement MTT. Écoutez, voilà, on sera vendredi demain. Je vous souhaite un excellent week-end et puis j'espère vous voir nombreux, vous rencontrer derrière nombreux, à passer le cap MTT et rejoindre cette très, très belle communauté, d'investisseurs. Allez, merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite de très bons investissements pour 2026 et puis je vous dis à bientôt, je l'espère. Allez, bye bye tout le monde, au revoir et merci Tino.